Boum, 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 boum. Boum, boum, boum. Bonsoir à tous, chères auditrices, chères... Waouh, ça commence fort, on est déjà en train de se tromper, on est chers auditrices, chers auditeurs, chers chouches, vous écoutez un nouvel épisode de qui, de tout et de rien, parce que je suis Sid, le paresseux, qui remplace Marc pour l'émission visiblement. Donc du coup on va continuer avec cette improvisation bidon, et j'ai avec moi des amis qui sont dans le Discord, j'ai avec moi Cheb. Comment ça va, Cheb? Coucou, ça va très bien, je te remercie. Mais je t'en prie, je reprends ma voix normale car ça y est, j'arrive à nouveau à articuler correctement. Avec Seb, on a également Raph qui est présent parmi nous. La forme, Raph, toi ou pas? Ça va. Pardon, ça va. Très bien, Super. très bien, très bien. Et là, le rire que vous avez entendu en fond, c'est celui bien évidemment de Roman qui est également parmi nous. Et si tu ris, je suppose que tout va bien également. Oui, tout va très bien. Super, fantastique. Et comme la coutume le veut, normalement c'est censé être Roman qui commence, mais nous, dans l'émission, on aime bien briser les coutumes. On s'en bat les... et je m'arrête là pour rester poli bien évidemment. Et qu'aujourd'hui c'est moi qui commence et je vais vous parler d'un manchot bien évidemment, mais un manchot un peu particulier, le manchot de Humboldt. Donc Humboldt ça s'écrit Humboldt. C'est une espèce de manchot qui fait 68 cm, qui a un poids de 4,5 à 4,9 kg, un bec de 6 cm, des ailes de 17 cm et des yeux rouges marrons. Il appartient au genre Spheniscus, exactement comme le manchot précédent dont on avait parlé, le manchot de Magellan. Souvenez-vous, le petit Gin, le manchot qui est allé voir son pote au Brésil. Mais je vous renvoie à cette chronique, vous pouvez aller l'écouter. Raph peut en témoigner, c'est une histoire qui est vraiment très émouvante et qui est racontée par le rappeur Lorenzo. Mais bref. Il y a le lien si jamais vous voulez voir. Exactement, il y a le lien qui est en description, tout à fait. Alors le manchot de Humboldt ou Spheniscus humboldti se trouve uniquement sur la côte du Pacifique, du Pérou et du Chili, entre les latitudes 5 degrés et 35 degrés sud. Malgré la forte chaleur y régnant, car les côtes sont des déserts, les manchots peuvent y vivre grâce au riche écosystème du courant froid de Humboldt. D'où leur nom. Le courant de Humboldt, ou courant du Pérou, est un courant marin de surface parcourant l'océan Pacifique. Il prend naissance près de l'Antarctique et il est froid. Oui, très froid, car il est environ de 7 à 8 degrés inférieur à la température moyenne de la mer à la même latitude. Il longe les côtes du Chili et du Pérou, riche en plancton, avec des eaux très poissonneuses que le manchot de Humboldt va fortement apprécier. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le courant de Humboldt? Il est tout simplement nommé après le naturaliste Alexandre de Humboldt. Sachez que durant le phénomène El Niño, le courant de Humboldt disparaît et laisse sa place à un courant chaud, diminuant le plancton et augmentant alors les précipitations de la façade pacifique de l'Amérique du Sud. Bon, on y reviendra bien évidemment à cette histoire de El Niño. Alors retournons à notre manchot de Humboldt, le devant est blanc, le dos et la tête sont d'un noir un peu brillant, il y a une bande noire qui se trouve sur la poitrine et le ventre, des taches noires également sur la poitrine, la peau de la tête est rose, le bec est noir, les pieds sont noirs et roses, et les oiseaux juvéniles de moins de 2 ans n'ont pas la tête distinctive, la bande ni les taches noires. En gros, il ressemble quand même vachement beaucoup au manchot de Magellan. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est du même genre, finalement. Ses ailes rigides et fuselées lui permettent de nager jusqu'à 30 km/h. Les différentes couches de plumes lui assurent une parfaite isolation thermique et la couche d'air entre la peau et les plumes une bonne flottabilité. Les manchots de Humboldt partagent souvent leur colonie avec d'autres oiseaux marins. Mais lui, il préfère être dans des terriers ou dans les rochers. Là où le guano accumulé est extrait, les manchots ne peuvent pas faire de terrier. Ils sont alors obligés de faire leur nid à l'extérieur, utilisant, comme certaines autres espèces de manchots, des petits cailloux, des feuilles et des brindilles. 2 œufs de différentes tailles sont pondus et couvés pendant 35 jours. Le premier œuf survit rarement. Les parents continuent par contre à nourrir le second poussin jusqu'à l'âge de 2 mois et demi. Ils mangent du coup principalement des poissons, sardines et anchois, mais aussi occasionnellement des céphalopodes, du krill ou d'autres espèces de tout petits poissons. Pendant que les 2 parents sont en mer, les poussins sont alors regroupés en crèche pour se protéger des différents prédateurs, notamment les mouettes, les renards, les chiens ou les rats.
Les parents doivent quant à eux affronter en mer les phoques à fourrure, les otaries et même parfois les requins. Sachez que certaines chauves-souris vampires vivent dans des grottes sur la côte et vont parfois s'abreuver en sang sur les manchots endormis. Et oui, pauvres petits manchots dévorés par des chauves-souris vampires. Mais toutefois, le plus grand ennemi du manchot de Humboldt, je suis certain que vous le connaissez. À votre avis, c'est... C'est l'orque. L'orque, le phoque. Et non, c'est pire qu'un orque. Les orques, C'est nous. exactement, aiment affronter les humains, parce que les humains sont le pire ennemi de la nature. La pression de l'homme est très importante. Dès 1850, l'exploitation des fientes de manchot comme engrais naturel a entraîné son déclin, car cette matière lui est indispensable pour la fabrication des nids. Les populations de manchots sont ainsi fragilisées par la chasse, la pêche intensive, les industries minières, la pollution, les activités récréatives des humains, sans compter la récolte des œufs, l'introduction de nouvelles espèces prédatrices et le tourisme bien évidemment de tous ces gentilles personnes qui vont tranquillement aller voir les manchots sur les plages où ils nichent. Avec une population humaine de plus en plus présente dans les différents archipels proches et bien de la côte, le manchot est aujourd'hui une espèce vulnérable car sa population est d'environ 4500 à 8000 individus seulement. En plus des raisons citées ci-dessus, c'est surtout le phénomène El Niño qui est catastrophique pour cette espèce. Finalement, El Niño c'est quoi ? Ça fait plusieurs chroniques que j'arrête pas d'en parler, etc. Ça a l'air un peu compliqué, alors on va en parler maintenant. El Niño, c'est un phénomène naturel périodique qui n'a commencé à être compris que très récemment. Il se traduit par une modification des vents et des courants marins habituels. La surface de la mer est réchauffée et la remontée des eaux riches en nutriments est réduite. Cette baisse de nutriments affecte le plancton, le krill et les petits poissons, et par conséquent toute la chaîne alimentaire des animaux marins. Donc les manchots meurent de faim. Et oui, en 1982, El Niño a causé la disparition de 65% de la population de manchots sur les côtes du Pérou, c'est énorme. Et ouais, c'est énorme. Pour le moment, on n'arrive toujours pas trop à comprendre si El Niño c'est vraiment un phénomène qui est 100% naturel ou si on l'influence pas quand même malgré tout avec toutes les merdes qu'on fait derrière. Mais bon, ça, on verra ça dans le futur. Pour terminer sur une petite note positive, le manchot de Humboldt est l'un des manchots qui se trouve le plus en captivité dans le monde. Alors, en le lisant, je me rends compte que c'est peut-être pas une note très très positive. Non, mais j'ai vu la photo du pingouin en question, effectivement. Il ressemble pas mal à celui de Magellan, et en fait, c'est les petits pingouins qu'on voit en général dans les parcs. Exactement, ceux qui sont dans les parcs. Par exemple, il y en a dans le parc aux oiseaux dans l'Ain, pour ceux qui habitent du côté de Lyon. Moi, j'en avais vu à Barcelone, il y en a, je crois, à Paris. Il y en a vraiment un peu partout. C'est souvent le manchot de Humboldt qui est présent. Pas certain que ça aide vraiment à sauver l'espèce, mais bon. Par exemple, au zoo de Beauval, il existe une manchotte de 25 ans, Senna, qui a eu un œuf juste avant de mourir. C'est une histoire qui est assez mignonne parce que du coup elle a cherché à avoir des œufs pendant très très longtemps et elle a fini par en avoir. Vous pouvez voir leur chaîne. Vous pouvez avoir l'histoire sur la chaîne YouTube du zoo de Beauval. Un autre exemple qui est assez chouchou, c'est l'histoire de deux manchots de Humboldt homosexuels mâles du zoo de Bremerhaven dans le nord de l'Allemagne. Ils ont adopté un bébé de leur espèce qu'ils ont couvé eux-mêmes. En effet, il s'agissait d'un des œufs qui avait été rejeté par les parents biologiques avant l'éclosion, parce que souvenez-vous, il y a 2 œufs, donc ils en jettent souvent un et ils s'occupent que d'un autre. Et ben eux, ils ont adopté l'œuf. Et malgré les tentatives répétées des vétérinaires pour replacer l'œuf dans le nid d'origine, les parents persistaient à le rejeter et le couple homosexuel continuait à essayer de le récupérer. Donc du coup, l'œuf a été confié à le couple de manchots mâles du zoo, dans l'espoir qu'ils le nourrissent et qu'ils l'élèvent. Donc du coup, tant mieux, l'œuf a éclos. Et aujourd'hui, ce couple se comporte avec lui comme de vrais parents, avec l'alternance, etc., la toilette, ça marche vraiment de la même manière. Pourtant, le zoo de Bremerhaven avait fait le gros titre en 2005, lorsqu'ils avaient fait venir 4 femelles manchots de Humboldt de Suède, dans le but de séparer les couples homosexuels et d'encourager la reproduction de l'espèce, ce que la communauté LGBT avait très très mal pris. Voilà, donc c'est une histoire qui est assez fascinante. Donc d'un côté on peut comprendre que ce soit mal pris parce qu'ils essayent de rendre hétéros des manchots homosexuels, mais d'un autre côté le but était d'essayer de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de bébés manchots, donc les deux côtés peuvent se comprendre. C'est juste qu'il y a probablement eu une très mauvaise communication faite dessus. Et voilà, je voulais terminer avec ces exemples un peu trop chouchous de manchots qui continuent à vivre malgré tout enfermés par des humains. J'espère que vous avez appris des choses. Oui, Toujours avec les pingouins. Toujours avec les... Alors cette histoire de zoo, moi c'est toujours un petit peu le moindre mal de... Enfin le moindre mal, non c'est pas ça, mais
Toi, ce que je veux dire, c'est à la fois, on se dit, heureusement qu'il y a les zoos pour aider à ce que l'espèce ne disparaisse pas. Ouais. Et en même temps, Ouais, mais c'est ce que je si on n'avait pas largement participé sans doute à détruire leur écosystème, peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'en avoir dans des zoos pour les protéger, quoi. Ouais, complètement, c'est ça, c'est le truc qui est un peu paradoxal, c'est Un que c'est un peu de notre faute s'ils ont plus d'environnement, et du coup on essaye de les sauver malgré tout Tu sais, en c'est les comme enfermant, si- quoi. tu sais, c'est comme si j'arrêtais une hémorragie sur un mec alors que c'est moi qui lui ai pété la gueule 2 minutes avant, quoi. C'est vrai que là, Alors bon, en c'est soi- une belle en soi, c'est bien métaphore. que je l'empêche de mourir, mais d'un autre côté, j'étais pas obligé de le fracasser avant, tu vois. La métaphore est très La claire. métaphore est extrêmement claire, et merci Seb pour cette métaphore qui est très 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 bonne à prendre, je trouve. C'est pertinent. Très pertinent, ouais. Je suis assez d'accord. Bah, c'est un peu l'histoire des manchots, ça. Mais c'est ce que j'avais dit dans la chronique sur le manchot de Magellan, c'est que c'est très spécifique à ce genre-là, le genre. Attends, ils ont un nom accouché dehors. Le genre, blablabla, Spheniscus, parce que ça fait partie des manchots qui sont les plus proches de l'humanité. Et donc, du coup, c'est eux qui ont pris le plus cher pour le moment, parce qu'on est vraiment, mais vraiment en train de vivre avec eux. Donc, c'est aussi pour ça que c'est eux qui sont dans les zoos, parce que bah, ils sont capables de vivre, techniquement parlant, sous nos latitudes à nous, sans mourir trop de chaud. Et voilà. Et franchement. Et franchement, voilà. Non, mais en fait, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, on va faire une putain de transition pour donner la balle à Eh Roman et à Raph. Et là, je me suis dit, en fait, la balle, je la donne à qui? Et surtout, comment je fais une transition? Et j'ai une question à te poser, Raph. Est-ce que il existe des mangas avec des manchots? Il existe des mangas avec des manchots. Alors, de souvenir, il me semble qu'il y en a une. J'ai une image de ça. Je sais pas si on peut le trouver. Si on Ah, met. vas-y, attends, on va chercher. Attends, Regarde. J'ai mis Penguin et j'ai mis manga et gun, mais ça a pas trouvé. Je crois qu'il y en avait un avec un sorte de Ah oui, j'en machine vois gun, avec etc. des pistolets et tout. Alors sache que moi, les pingouins dans les Ah, c'est pas animés, Ah, mais c'est Fairy Tail, non? mais aussi- Alors, Parce que je vois un truc qui s'appelle Animal Soul Penguin Fairy Tail Apparemment, Wiki. de ce que je viens de voir, apparemment dans le manga Chainsaw Man qui est sorti il y a pas très Oui, longtemps. voilà, c'est pas dans celui-là. Apparemment, il y a Ah. une page avec un pingouin. Alors, comme je connais pas du tout le manga, je ne sais pas si c'est un vrai pingouin, si c'est une transformation et surtout ce qui va arriver à ce pauvre animal, mais voilà. Moi, je me rappelle surtout les pingouins. Quand Ah, j'étais c'est jeune, un- j'avais des pingouins, c'est parce que je jouais C'est un manchot jeu, papou. un jeu de course. Ouais. Un jeu de course il y a très très longtemps. PlayStation 1 qui s'appelait Motor Toon. Ok. Je sais pas si vous connaissez. Du tout, non. Motor comme motor en anglais et Toon T2ON. Et en fait, ce qui me traumatisait, c'était des conducteurs en fait qui étaient dans des petits bolides, des voitures en fait, et tu devais les dépasser pour faire premier et tout. Et parmi ces personnages en fait, vraiment de PS1, t'avais les Penguin Brothers, Ok. qui étaient des pingouins de la mafia. Si tu tapes Penguin Brother Motor Toon, tu vas les voir, ils sont avec leurs petits gilets jaunes et Ouais. leur chapeau style mafieux, et ils m'avaient traumatisé Ils ont quand j'étais inspiré les gosse. pingouins de Madagascar, vous pensez ou pas? Ah, je ne sais pas. Question mais, mafieux. Peut-être. Ah oui, c'est rigolo. Attends, image. Ah oui, il ressemble En fait, c'est des je peux vous gorfous. mettre, C'est des gorfous. non regardez, Attends. Sur- Vas-y, sur, donne-moi l'image. Sur Discord. sur Discord, je vous mets l'image dans Ok. salle de pause. Voilà, eux, ils m'y ont un peu pensé. Ils font bader à mort. Ils sont dégueulasses. Ah ouais. Ah, mais tellement. Et franchement, il existe une vidéo de ça. À Ouais. la fin de l'enregistrement, je vous l'enverrai, où en fait ils sont en train de jouer au poker et les autres les traitent de menteurs, et ils retournent la table de poker et ils sortent les guns, ils tirent dans tous les sens. Ah ouais. Ah ouais, ils sont Ah, je chauds. veux bien, je le mettrai. Je pense que je l'additionnerai au montage. Mais sinon, le le manga dont tu parles, ça a l'air très très chouette. Oui, Chainsaw Alors- Man Penguin. Là, je le vois. Alors, je le dis aux auditeurs. C'est un manchot à jugulaire. Que visiblement le héros a l'air de l'adopter parce qu'il le tient dans ses bras et tout. Mais on voit vraiment, il est super bien dessiné. Hein. Il y a même un comparatif là que je vois sur Reddit. C'est assez Et chouette. alors, Ouais. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, est-ce que c'est une déformation mémorielle ou pas? Ouais. Il n'y a pas un moment dans GTO, alors là ça parle aux plus vieux, hein, on parle d'un truc que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Est-ce que dans GTO, il n'y a pas un truc avec un pingouin? Alors, je sais pas. Alors, Je me souviens je pas. ne sais plus. C'est Franchement, peut-être GTO, j'ai regardé un c'est peut-être un souvenir complètement fabriqué par mon esprit, hein, c'est possible. Mais dites, possible. dites dans les commentaires si vous avez ça qui vous revient à l'esprit, si vous savez s'il y a des pingouins
dans GTO parce qu'il faut qu'on le sache. D'ailleurs, on dit pingouin, mais il faut dire manchot. Hein. Rappelez-vous, nous sommes français, nous ne sommes pas à la botte de Oui. des anglo-saxons qui ne savent pas faire la différence entre un pingouin et un manchot. Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de manchots dans ce manga Chainsaw Man. Et attends, je suis curieux, avant de te laisser la parole, Raph, je vais aller voir sur Wikipédia qu'est-ce que ça raconte en fait, Chainsaw Man. C'est un mec qui de souvenir à des à se transforme en la homme place de la tronçonneuse, tête à des tronçonneuses, même la Ouais, c'est tête ça, et tout. ok. Ouais, c'est un truc. Et que viennent foutre les manchots là-dedans? Apparemment, c'est très divertissant comme manga, c'est très bien. Ok, d'accord, attends. D'ailleurs, il existe aussi je viens de voir aussi un film, je sais pas si tu connais, un film d'animation sur les pingouins. Les pingouins de Madagascar? Non, un film d'animation japonais, style Miyazaki, Ok, ah ouais, trop bien. qui s'appelle Le Mystère des Pingouins. Le mystère des pingouins. Un film de Je vais chercher aussi. 2018. Ouais, film d'animation, et tu vois en fait un petit pingouin, je sais pas ce que c'est. Mais il est trop chouchou. Bah lui c'est un peu la caricature du manchot. De base comme ça il ressemble à un Adélie avec la tête toute noire dans l'ensemble. Ok, et c'est un Miyazaki du coup, c'est un Ghibli alors. Non, c'est pas. Non, Ah, pas non, c'est pas un- Miyazaki, ok. c'est de De style, style un petit peu. mais, Et oui, c'est un film d'animation japonais réalisé par Hiroyasu Ishida, qui est sorti en 2018 au Japon et en France en 2019. Ok, qui a été écrit par Tomihiko Morimi. Trop bien, d'accord. Ok, il y a pas vraiment de résumé, donc je sais pas trop ce que ça raconte, mais il y a l'air d'avoir plein de manchots un peu partout. Ok, bah comme quoi on peut lier finalement Japon et pingouin. Et c'est un peu ce qu'on fait dans cet épisode finalement. On mixte pingouin, manchot et surtout Japon avec toi, Raphaël. bah, C'est la transition la plus longue de l'histoire de cette chaîne. C'est beau. Non, mais c'est beau. C'est bien d'aller chercher, de faire L'adversité, vraiment tu de sais, la tout ça. recherche. Donc oui, moi encore une fois, hein, j'arrive sur. Marc peut en témoigner. Hein, moi, parfois, je débarque dans les épisodes. Je dis ah mais en fait, le matin même, je dis ah, mais j'y suis ce soir. Et en fait, Marc un peu désabusé, il dit bah oui. Cette scène a eu lieu ce matin à 9h. D'accord, ok. Cette scène a eu lieu plusieurs fois d'ailleurs. Dans la journée, Pas plusieurs forcément fois, oui, que c'est le vrai. matin. Du coup, à chaque fois, je lui dis, pas le temps de préparer une chronique, donc du coup, allez, allons-y sur une passion, un truc qui t'a marqué, un truc qui t'a fait. Et en fait, là, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas parlé aussi de manga, puisque du coup, sur la chaîne, je parle un petit peu de Japon, un petit peu d'histoire aussi. Et en fait, dans les mangas et dans ce qui, moi, m'a amené à ça, il y a eu plusieurs ouvertures. Je crois qu'on en a déjà parlé, parce que du coup, il me semble qu'à un moment, j'avais parlé du manga Nana, qui m'avait. L'animé qui m'avait bien plu et tout. T'as jamais fait de chronique c'était dessus, mais justement- t'en as déjà parlé avec je sais plus qui à un moment donné. Ouais. Probablement Tiffany, je pense. C'est ça, alors. Ok. Et du coup, je me dis, mais c'est génial parce que ça me rappelle ce moment. On a peut-être des moments un peu nostalgiques où on se rappelle un moment où on a à peu près ado, on devient adulte, allez, 17, 18 ans, et que du coup, tu vois, tout allait bien, il y a ce moment un petit peu de confort, tu t'en fous de du futur, parce que du coup, toi, tu vis l'instant présent, t'as tes potes, tu fais des trucs. Et moi, je me rappelle ce moment-là, un petit peu celui du lycée. J'étudiais aussi le japonais parce que j'avais bien aimé le japonais. Je lisais et tout. J'étais en mode vraiment, waouh, c'est super, il faut que j'y aille un jour, il faut que je parle japonais. Bon, après, l'avenir m'a donné un petit peu tort parce que c'est plus compliqué que ça n'en paraît, évidemment, hein, d'apprendre une nouvelle langue et pas forcément une langue aussi proche que la nôtre ou des langues européennes. Et en fait, j'ai commencé à regarder un petit peu des mangas et tout. Et puis, un de mes potes à l'époque, Hugo, si tu passes par là, il m'avait conseillé, il m'a dit hey, tu devrais regarder ça, et c'est super comme manga et tout. Je connaissais pas. C'est peut-être un manga que vous connaissez, Ok. qui s'appelle, alors je vous le dis d'abord en anglais, et ensuite je vous le dis la traduction en français. Il s'appelle Katekyoshi Hitman Reborn. Ça me dit rien. J'ai dû t'en parler un petit peu à toi, Marc, Ah ouais puisque la traduction c'est Mon prof de tueur, Ah qui est un manga qui du coup est sorti en 2004 avec 42 volumes, voilà, jusqu'en 2012, Ok. et qui en 2006 a été transformé, enfin, il a été édité, vous savez, ça se fait parfois, les mangas, ils ont tellement de succès qu'on fait une phase animée. Et ben ça a été son cas, puisqu'il a eu un animé pendant moultes années, hein, pendant 6 ans je crois, hein, 200 épisodes par là, avec une petite coupure entre, parce qu'il fallait rattraper le manga. comme ça 200 arrive des épisodes, fois. ah ouais, quand même. Et il arrive 203, ouais. Et donc du coup, moi j'en ai fait la connaissance quand j'étais à peine, j'étais ado, hein, et qui du coup est un manga qui est fait par la mangaka Akira Amano, Ok. qui du coup a fait ce manga comme beaucoup d'autres qu'on a connus et qui
finalement eu un succès monstre, d'abord au Japon puis au sud mondial, dans une revue qui apparaît toutes les semaines, que vous connaissez peut-être de nom, qui s'appelle le Weekly Shonen Jump, qui est en fait Pas du tout, non. Ouais. c'est une revue où de temps en temps est publiée certaines des planches de manga prometteurs en fait. Ok. Et si il y a beaucoup d'émules autour de ça, ça donne une petite popularité au manga que tu fais, et ensuite du coup il peut peut-être être accepté par la population et même porté. Et parmi celles-ci, parmi les œuvres, on peut en citer quand même quelques-unes, puisque il y a au hasard Naruto, il y a Demon Slayer, Ah ouais. il y a Dragon Ball, il y a Bleach, il y a One Piece. Ok. Donc du coup c'est c'est un peu une phase en particulier. Donc il a réussi à passer ce manga cette phase-là où il a été accepté. Donc du coup on a près de 42 tomes finalement qui ont été réalisés. Ok. Mais du coup, qu'est-ce que ça parle? C'est pas français, mais de De quoi quoi ça ça parle? parle? Eh bien, ça parle, comme beaucoup d'animés souvent au départ, d'un adolescent, il doit avoir 14-15 piges, qui s'appelle Sawada Tsunayoshi, dont le surnom est Tsuna. Et en fait, en français, Tsunaz, parce que du coup, c'est vraiment un mec qui est la risée de son lycée. Voilà. Ok. On part sur ça, et on sait pas trop pourquoi on le suit. Il se passe un truc, bof, il fait une journée, on voit que c'est de la merde, il rentre chez lui. Et en fait, après, on s'aperçoit qu'il y a un autre focus quelque part en Sicile, où t'as un mafieux qui rentre dans une sorte d'auberge, Ouais. et qui en fait, c'est pas un mafieux comme les autres, c'est un bébé. Mais un bébé, c'est-à-dire qu'il Ok. marche, mais voilà, il doit faire même pas, il va faire 30-40 cm, même pas, à peine. Et du coup, il a un flingue, et en fait, il semblerait que ce mec, qui s'appelle Reborn, en fait, il est professeur particulier, et accessoirement tueur à gages auprès d'une grande famille de mafia italienne qu'on appelle les Vongole. Alors, Vongole en italien, de souvenir, c'est pas huître, c'est palourde, ou quelque chose comme ça. Ok. Peut-être que par Google Traduction rapidement, c'est palourde, effectivement. Donc voilà, on est sur ce constat, et en fait, le lendemain matin, ce fameux Reborn, il arrive au Japon, et il se présente devant la porte de la maison où se trouve notre personnage principal, qui habite avec sa mère. Et sa mère en a marre parce qu'en fait, elle s'aperçoit que même si elle est très gentille, elle est très aimable. C'est la mère un petit peu du Japon qui passe tout à son fils et qui est ultra joyeuse. Ouais. Et en rangeant sa chambre, elle trouve qu'il a des 2 sur 20, des 3 sur 20, façon notation japonaise. Bon, enfin, Ouais. c'est de la merde, quoi. Et du coup, elle dit, c'est très bien que je puisse embaucher quelqu'un qui peut aider mon fils. Et là, se présente à la porte quelqu'un qui avait dissimulé dans la boîte aux lettres une petite feuille en disant voilà, je suis professeur particulier, et donc du coup il l'avait glissé dans la boîte aux lettres, et la maman, elle va chercher le courrier et elle s'aperçoit que il y a une annonce de quelqu'un qui est juste devant la porte. C'est incroyable. Et ce fameux Reborn propose ses services. Alors du coup, le présente à son fils qui vient à peine de se lever, un peu pantouflard, il sert à rien, il est pas particulièrement fort, il est pas particulièrement charismatique, c'est loin de là d'ailleurs. Et à partir de là, du coup, il lui se présente, il dit voilà, je serai ton nouveau professeur particulier parce que tu vas devenir le successeur, le 10e successeur, le 10e parrain de la famille mafieuse italienne Vongole. Alors du coup, le personnage principal, Tsunas, ça le fait marrer, il rigole, jusqu'à ce qu'en fait, le bébé, qui a une force surhumaine, lui déroule une taloche qui lui envoie du coup valdinguer dans l'escalier, et sa mère, tout amusée, voit qu'en fait ils s'entendent déjà bien. Enfin, il y a beaucoup dans le début du manga et jusqu'au bout qu'on appelle ça des comiques de répétition, et parfois même on banalise peut-être un peu trop les frappes comme ça, mais passons. Et du coup, il va l'entraîner pour devenir parrain. Et c'est tout bête parce qu'il va l'entraîner. Comment est-ce qu'il va l'entraîner? Il le menace avec des grenades. Enfin, il y a des trucs vraiment... Ok, ouais. C'est hardcore, quoi. Ok. Et il se passe une chose. Il voit que il sert à rien. Il sert à rien, même ses collègues se foutent de lui. Et il est amoureuse d'une fille qui est super mignonne, super belle, mais il veut jamais lui avouer en fait son amour pour elle. Et du coup, Reborn, il lui dit tu vas devoir lui dire. Du coup, il dit non, mais je veux pas lui dire. Écoute, si tu lui dis pas, je te bute. Et il sort son flingue et il le vise. Alors il dit non, fais pas ça. Et du coup, il dit mais tu vas le faire ou pas? Non, je le ferai pas. Et du coup, il le bute.
il tire une balle qui arrive en pleine tête du personnage et en fait, il tombe par terre. Il tombe par terre et en même temps, c'est une balle spéciale qui sera réutilisée plusieurs fois au début du manga qui fait que ça le tue, mais en même temps, s'il a un seul regret, ça le fait revivre avec une force surhumaine. Et là, il se dit putain, mon regret serait quand même que j'aurais souhaité déclarer mon amour à cette fille. Et du coup, il revient à la vie en mode Super Saiyan. Il a vraiment beaucoup de force. Il part à pied en courant, il défonce tout. Enfin, c'est ce genre de manga un peu qui bouscule un peu les codes de ce côté-là. Et il va aller jusqu'à voir son amoureuse pour lui déclarer à poil, puisque l'effet secondaire de cette balle, bien sûr, fait qu'il est super fort et ça déchire tous ses vêtements, sauf tous ses caleçons. Il a une série de caleçons avec des cœurs, des bananes, tout ce que tu veux, bien sûr. Ouais. qui est exploité à mort dans le manga. Et en fait, du coup, il déclare sa flamme à poil devant la fille qui, du coup, sait pas trop quoi répondre, elle est gênée. Le chef du club de kendo du lycée trouve ça insultant et dit pour l'amour de cette femme, parce que bon voilà, c'est les années début 2000, hein, donc imagine très bien qu'il n'y a pas le MeToo encore. Il dit on va se déclarer en duel. Et du coup, en fait, il se bat en duel et lui, il le bat tellement fort que il lui arrache tous les cheveux. À la fin, le dirigeant de ce club de kendo, il est chauve. Et du coup, ça passe pas inaperçu parce que tu vois plusieurs focus sur différents personnages qui sont des lycéens comme lui, mais qui ne le connaît pas forcément et qui vont être amenés à être des personnages principaux au fur et à mesure du développement du manga. Comment ça va se passer ? Il semblerait qu'en fait, dans la famille des mafieux de Vangolais, il y ait un parrain et des lieutenants. Et comment sont choisis ces lieutenants ? Il semblerait que cette famille Vangolais ait la particularité d'avoir avec elle des anneaux qui vont donner des pouvoirs. Un peu, tu vois, finalement, au Seigneur des Anneaux. Mais je vous les mets, par exemple, en image. C'est des anneaux qui portent un symbole particulier. Oh, ah oui. Parce qu'en fait, dans ce manga, le représentant de cette famille mafieux est le symbole du ciel. Mais dans le ciel, il faut qu'il fasse compte plein d'éléments. Parce que le ciel, c'est l'environnement. Mais le ciel peut changer. Il peut changer en quoi ? Il peut changer en différentes choses météorologiques. Et tous les symboles que vous avez sur ces anneaux représentent un gardien parmi les personnages principaux. Par exemple, lorsqu'il va affronter Tsuna, le chef du club de kendo, du coup, ça va faire rire un des membres du club qui s'appelle Yamamoto Takeshi, qui va devenir, lui, un de ses gardiens, un de ses bras droits. Il deviendra le gardien de la pluie. Quand il va courir pour aller au lycée et bousculer tout le monde, il va faillir se faire renverser par un camion. Il est à peine arrêté par un personnage qui, lui, est membre du club de boxe, qui s'appelle Ryohei Sasagawa, qui est le frère de son amoureuse, et qui, lui, va devenir le gardien du soleil. En même temps, quand il arrive, il faut un tel bordel que le membre du comité de discipline, qui est celui qui bute tout le monde parce qu'il est hyper fort et il a vous savez, comme les policiers ont comment ça s'appelle, la matraque. Ouais. Voilà. Et lui va devenir le gardien des nuages, etc. Il va sympathiser aussi avec une petite vache, mi-homme, mi-vache, qui en fait va devenir son gardien de l'orage, avec une fille notamment qui réalise des tours et qui va faire en sorte en fait de créer des illusions. Et bien tout simplement, ça sera la gardienne de la brume. Et tous ces personnages seront rejoints par le bras droit qui s'appelle Hayato Gokudera, qui lui sera le gardien de la tempête. Alors je pense pas que j'en ai oublié. En gros, ça fait tempête, pluie, soleil, nuage, orage et brume. Et en fait, ça paraît tellement simple, tu te dis ok, ils vont tous être membres de cette famille, sauf que le problème c'est qu'au début, et depuis le début du manga, on ne sait pas quel est le lien en fait. Pourquoi est-ce qu'un membre de la mafia, le parrain, le 9e parrain de la famille Vongola, décide de le choisir lui plutôt que son fils? Et alors là, dans les familles italiennes, si tu choisis quelqu'un d'autre plutôt que ta famille, c'est compliqué. C'est pourquoi le 9e parrain choisit Tsuna. Il choisit pas son fils parce que son fils, il est vraiment dérangé du bulbe. C'est un gars qui, il le voit pas vraiment devenir parrain, sinon il va devenir tyrannique. Et donc, il va choisir quelqu'un qui n'est autre que le père de notre personnage Tsuna. Parce que le père, depuis tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a que sa mère qui vit avec lui. En fait, son père, tout ce qu'on sait depuis le début du manga, c'est qu'il virevolte à droite, à gauche. Il fait des chantiers, il est habillé en ouvrier, mais c'est tout.
Ok. On n'en sait pas plus. Mais en fait, s'il fait des voyages à droite à gauche, c'est qu'il part souvent en Italie parce qu'il est Ah. conseiller du parrain en Mais question. oui. Et du coup, plutôt que de choisir sa propre famille, le parrain qui se sent bientôt sur la fin décide de privilégier le fils de son conseiller. Et donc c'est là qu'il va y avoir le premier, comme on appellerait, grand arc du manga. C'est une guerre entre les pressentis, c'est-à-dire les gardiens pressentis de Tsuna, du personnage principal, et ceux du fils du parrain actuel qui s'appelle Xanxus et qui lui dirige une unité, on va dire, d'élite d'assassins qui s'appelle la Valia. Et en fait, bien entendu, les mecs en question, quand tu regardes leur comment ça s'appelle, leur fanart, enfin pas leur fanart, leur character design, Ok, c'est ouais. ça? Oui, ouais. Ça, on appelle ça leur character design. Et ben du coup, ils ont une certaine classe par rapport à des lycéens. Et t'as envie Ouais. vraiment d'avoir de la castagne. Je vous la mets juste par exemple la photo, pareil sur Discord. Et en fait, ils ne Ouais, savent oui, pas ouais. vraiment Ok, ouais. comment est-ce qu'ils vont se fight. Ils savent pas vraiment comment est-ce qu'ils vont se fight, mais en fait, ils vont se battre pourquoi? Parce que les anneaux que je vous ai donnés au départ, ils sont entiers, mais ils peuvent être séparés en deux. S'ils sont séparés en deux, c'est parce que ça n'a pas été décidé parmi les deux prétendants qui c'est qui deviendra le gardien des nuages, le gardien, etc. Et donc, comment est-ce qu'ils vont faire pour se départager? Eh bien, il est convenu que chaque soir d'une semaine, ils aillent combattre dans le lycée du personnage principal. Ça veut dire que le lycée du personnage principal va devenir pendant une semaine au soir une zone de guerre qui, à la fin de chaque duel, les membres de la famille Vongolais ensuite, qui eux sont par exemple des maîtres dans l'illusionnisme, vont réparer le lycée pour que le lendemain matin, il y ait des cours qui se font sur place, etc. Et donc, il va y avoir des combats à la dynamite, des combats avec des poignards, etc. Je vous laisse imaginer un peu le... Voilà, c'est un shonen, soyons Oui, il réalistes. y Un shonen, a, Ouais. ça se voit, c'est dans les mangas ou même les animés, quand tu vois un mec qui a comme tu dis, avec un design particulier, tu sais qu'il a pas juste un design particulier et que c'est un mec qui va être important. C'est comme dans My Hero Academia, là, quand tu débarques au lycée et qu'ils ont tous une tronche différente, tu sais qu'ils ont tous une spécificité, chacun de leur côté. C'est le classique, le classique au classique. Et toi, du coup, Raph, je me permets un petit aparté, mais tu l'as lu ou tu l'as vu du coup? Je l'ai vu, je ne l'ai pas lu, puisque Ok. du coup, en fait, j'y reviendrai tout à l'heure, mais Oui, bien sûr, pardon. l'animé s'arrête avant la fin du manga. Ok. Du coup, Très bien. j'ai pas été aussi loin. Alors, parmi ces personnages, bien sûr, je vous montre la personne parmi les 5 méchants que vous avez là. Hein. Bon, ben voilà, le plus stylé, ça reste celui qui s'appelle Belphégor, qui lui manie les couteaux et les fils, et donc du coup, qui te balance des couteaux dans la pipe. Et qui en a une myriade et qui te les envoie. Bien sûr, Belphégor, hein, par rapport fantôme du Louvre, etc. Vous voyez d'ailleurs qu'au niveau des mains, il est momifié. Hein. Et bon, comme on parlait du shonen, vous imaginez bien que ça se finit bien et que les méchants de l'arc deviennent les alliés du prochain. Bien sûr, on appelle ça le syndrome Vegeta. Voilà, tout à fait. C'est le syndrome Vegeta. Et à partir de là, en fait, les futurs arcs vont se faire notamment à partir d'une chose qui est intéressante, un objet, qui est un bazooka. Okay. Et le bazooka en question, c'est une arme qui est portée par quelqu'un que je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Lambo. Je vous ai parlé d'une petite vache. Ouais. Une petite vache qui est insupportable. Mais quand je dis insupportable, c'est-à-dire qu'il pleure, il geint. Enfin, c'était un petit bébé que je vous mets en photo, par exemple, qui lui a qu'une envie, c'est de tuer Reborn. Et donc du coup, vous voyez un peu le gag de Pokémon avec c'est la Team Rocket, c'est la Team Rocket. Voilà. Okay. En gros, c'est 30 secondes de chaque épisode où lui il se barre. Voilà. Sauf qu'il a un bazooka, d'accord. Ok. Et ce bazooka, il lui sert quand il a perdu, il s'en va. Et laisse à sa place quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, c'est simplement son lui du futur. Et son lui du futur, c'est un mec qui est d'une nonchalance extrême, que je vous mets encore une photographie, mais du coup qui reste pendant 5 minutes dans sa forme d'adolescent, on va dire. Et ce personnage en question, le secret en fait du début du manga, c'est son bazooka. C'est-à-dire qu'en fait, si tu rentres dans le bazooka, t'es propulsé dans la vie. Okay. T'es propulsé 10 ans. Et quand il a fait, parce que cet homme a dû se battre
rencontre un des membres de la Varia pour avoir son anneau. Eh bien, il a perdu une première fois en étant Lambeau. Il est rentré dans son bazooka pour être l'homme que je vous ai montré là. Et il a perdu une nouvelle fois. Et il a ensuite, il est réapparu à son lui du futur. Autrement dit, il n'a pas 5 ans, il n'a pas 15 ans, mais il a 25 ans. Ok. Et le 25 ans, je vous laisse imaginer, hein, c'est le beau gosse que je vous montre, qui du coup, lui, est le personnage finalement final du truc. Ouais, bien sûr. Voilà, la forme finale, quoi, c'est ça. C'est Ouais, You're not complètement. my final form. Ouais. Voilà. Et du coup, en fait, il va arriver à gagner son duel, hein, mais son bazooka, il va le laisser plus loin. Et en fait, à un moment, le bazooka, il entre en possession de Reborn et en fait, il tombe dedans et il est propulsé. Et on ne le voit plus. Ok. Et donc, du coup, le personnage principal s'en inquiète et lui-même, il regarde dedans et il est propulsé. Et en fait, il s'aperçoit que 10 ans plus tard, du coup, le Japon n'existe plus. C'est des mafias qui ont pris le pouvoir, notamment des mafias très compliquées à battre. Et à partir de là, en fait, ce qui correspond aux 2/3 de l'animé qui reste, c'est des batailles qui se trouvent dans le futur. Et donc, ils vont voir leur forme adulte, Ouais. finalement. Hein. Et puis certaines, d'ailleurs, qui vont disparaître. Pour vous donner un ordre d'idée, quand Tsuna, lui, il apparaît, ça veut dire que quand tu vas 10 ans plus tard, tu remplaces la personne que tu étais, Et oui. en fait. Pour pas faire de paradoxe temporel, pour le manga, c'est ça. C'est quand tu vas 10 ans plus tard, tu remplaces la personne. Switch, quoi, en fait. Voilà. Ok. C'est pour ça que, par exemple, Lambeau, quand il va à sa forme de 5 ans dans le futur, c'est sa forme de 10 ans qui va dans le passé, Ok, ouais. etc., etc. Et en fait, lui, le personnage principal, quand il rentre dedans, en fait, il fait tout noir, il ouvre, et en fait, il est dans son cercueil. Et en fait, tu comprends que ils ont perdu, les Vangolais n'existent plus, et donc du coup, ça va être qu'une question ils vont se cacher, ils vont faire des bases secrètes, ils vont essayer d'apprendre, Ouais. et puis après, il va y avoir des batailles sur bataille pour essayer de faire en sorte de gagner contre une autre grande famille de mafieux qui s'appelle la Millefiore, 1000 fleurs, Ok. qui est une famille de mafieux qui a pris le pouvoir, dont le méchant, le supra-méchant, je vous le mets en photographie, est un personnage ultra calme, aussi ultra détestable, mais qui a un charisme très important. Et donc du coup, le but serait de le renverser, et d'être le meilleur mafieux du monde. Et oui, finalement. bah oui, c'est ça. Mais C'est un shonen. j'en dirais pas plus sur l'animé, hein, pour tout On ça. va pas Alors divulgacher. sachez quand même que comme n'importe quel animé, vous avez des produits dérivés qui sont faits. Il y a une majorité de produits dérivés qui se centrent par rapport aux anneaux Ouais. de la série. Hein. C'est-à-dire que là, très rapidement, sans vous envoyer comment on appellerait ça, sans vous envoyer un lien, vous demandez de faire une recherche Google, je fais un imprimé écran et je vous envoie. Vous voyez, hein, si on tape juste anneau Reborn, on tombe sur une voilà. Ah oui, il y a un énormément gros merch de commerce ça, quoi, en dessus, fait. ouais. Et à l'époque, c'était quelque chose. Hein. Et j'en avais un, surtout. Ah ouais? C'est ça qui m'avait. J'en ai un toujours chez moi, chez mes parents. Il faut que je le récupère. Peut-être que tu le verras un jour. Ah bah, Un jour, je Marc, suis curieux du coup je- maintenant. Peut-être. Ok. C'est celui-là que je mets du coup en photo. Oh, ok. Qui était du coup. Voilà. On voit d'ailleurs hein, sur l'écusson les palourdes Oui. vangolais. Puis la tornade. Toi, c'est la tornade du coup, alors le symbole que t'as choisi. Oui, j'ai pas eu le bon, mais bon, écoute, j'ai préféré en avoir un plutôt qu'aucun. Ah oui, tu voulais Donc, lequel, du toi? coup, tu sais, moi, je voulais celui L'eau? je voulais celui du gardien de la pluie. Ah, j'en ouais, étais sûr. l'eau. Puisque du coup, Je suis trop fort. le personnage en question était mon personnage préféré. Qui, lui, jouait au sabre, enfin, voilà. Ouais, Ça, bon, un grand escrimeur à la Miyamoto Musashi, quoi, un peu. Mais je ne le savais pas encore. Ah oui, tu ne Parce que savais pas c'était bien encore. avant, donc je te rappelle. Je te rappelle Eh oui. qu'ici, on est vers 2008, 2009. Eh hein, Moi, oui. j'ai 17 ans. Et, Tu veux dire que tu n'avais et pas voilà, encore en fait, vu le dernier samouraï, du coup? J'avais dû le voir, puisqu'il est sorti en 2003. Ah ouais, putain la vache. Je dirais. Ouais, tu dois avoir raison. Donc, oui, il est Quelle sorti horreur. il y a un certain temps. Auparavant. Ok. Donc voilà, je voulais vous faire partager ce manga parce que c'est aussi ma porte sur le monde de l'animé. Hein. Ouais. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il y a des couleurs, puisque chaque anneau est associé à une couleur, etc.
ça reste un shonen, l'histoire non plus est pas transcendante, mais les personnages, le système finalement des bijoux, ça m'avait beaucoup plu. Et puis à l'époque, finalement, j'en demandais pas tant, Oui. puisque du coup, comme on l'a dit, hein, quand on était effectivement ado, parfois quand on est à fond dans un truc, on n'a pas forcément besoin de chercher les raisons, le scénario Bien sûr. et compagnie. C'est après qu'on Je devient tiens quand blasé. même à dire que voilà. Pourquoi est-ce que j'ai aussi pensé à cette série, Ouais. c'est que il m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça de mettre des musiques de ce qu'on appelle les openings, à savoir les génériques d'animés, hein, dans une de mes playlists Deezer Ok. et pour la voiture, et voilà, ça fait partie de ces animés où en fait ils prennent, vous savez, une musique un peu de boys band notamment, et notamment rock, et ça rappelait des bons souvenirs au moment où finalement il n'y a pas tellement de mauvais souvenirs pour moi, en tout cas à ce moment-là. Donc c'est un moment que j'affectionne particulièrement. Et je terminerai sur une chose. Finalement, la série se terminera, hein, et Tsuna sera le dixième boss. Ah oui. Je vous donne un fan art, c'est intéressant, mais en même temps, c'est l'ensemble des comment on appellerait ça, des lycéens qui sont devenus ses gardiens, un peu comme la scène de Jésus. Ah oui, c'est une où, en scène fait, on les mystique. avait, Ouais. tous ensemble avec les costumes des Et Italiens. on reconnaît le mec de la vache à notamment droite. oui, tout à fait. Et celui qui a le chapeau à gauche, Ouais. c'est Reborn, c'est son personnage Ah oui, son maître. adulte. Ok. Puisque en fait, il est bébé, mais ce n'est pas le seul. Il y a 7 autres bébés dans l'histoire qui sont en fait des mafieux qui ont accepté d'être maudits et de devenir des enfants dans Ok. le but de protéger un pouvoir. Et donc du coup, c'est son cas, hein, puisque lui, il est le bébé arc-en-ciel, arcobaleno du ciel. Et donc du coup, en fait, un peu l'alter ego de Tsuna, celui qui est au centre, le personnage principal, et qui, vous voyez, sur la tête a sa flamme de couleur orange, qui est la flamme du ciel, Ok. et qui du coup est le personnage principal. D'accord. Moi, je rêvais d'être le personnage à sa gauche, justement, celui qui a Ah, la un petite, peu la chemise la- rouge là. la chemise grise. Non, Ah non, pas grise. celui qui est avec. Ok, voilà. d'accord. Oui. À sa gauche à lui, pas à notre gauche à nous. Voilà. Ok. Ouais, voilà. Ok. Celui qui a un mec Tout à qui lui fait. fait une accolade, c'est ça. Oui, celui qui a la chemise bleue marine. Ok, ça marche. Voilà, donc ça reste un très bon souvenir pour moi, et puis voilà, je voulais vous le partager. Si vous avez un peu de temps pour regarder par exemple le premier épisode, c'est quelque chose que je vous ai raconté un petit peu au début de chronique, et qui explique pas mal la suite finalement, hein, de ce qui découle, Ah oui. ce que je vous ai expliqué. Mais sur. Et les musiques sont aussi sympathiques. Pour terminer, les musiques sont intéressantes. Il y a des musiques de combat qui sont toujours utilisées, et que j'utilise moi-même parfois quand je fais des vidéos de combat sur d'autres plateformes. Voilà, donc, Et comme par exemple l'autre. n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Ok. Même si actuellement l'anime est terminé depuis 2012, ainsi que le manga, hein. La mangaka en question, Akira Amano, plus trop de nouvelles. Il semblerait quand même qu'elle soit sur un projet l'année dernière c'est elle qui a dessiné, comment on appelle ça, les character design Ok. de Suicide Squad Isekai, qui est donc du coup C'est quoi, c'est une adaptation Voilà. de Suicide Squad version animée ou rien à voir? oui, alors on peut Ah non, c'est une vraie question. Peut-être Hein, c'est regarder, hein. Suicide Je Squad connais Yusekai. je connais pas. Moi, je connais Suicide Squad, mais si tu tapes Isekai, Suicide Squad. S-E-K-A-I, donc beaucoup de designs ont été faits, notamment par Ah oui, c'est ça. Il y a le par Joker. cette mangaka. Voilà, donc je suppose aussi que c'est peut-être Ouais, une c'est une- adaptation, ça a l'air d'être une de adaptation Suicide de- Squad, voilà, mais version japonaise. Je sais pas vraiment. Is an upcoming En tout cas, anime c'est- television series based on the team Suicide Squad from the comic DC Comics, produced by Wit Studio and presented by Warner Bros. Japan. Ok, d'accord. Voilà, sinon, Why not? sinon, peu de choses d'autres dans des travaux d'animation. Elle a aussi un peu travaillé dans Psychopath, si vous connaissez. Ah, Psychopath, trop bien. Excellente série. Voilà. J'adore, je suis fan de Psychopath. Merci en tout cas, Raph, du coup, pour cette petite Plaisir. chronique improvisée sur l'une de tes passions qui sont nombreuses. La semaine dernière, tu nous as parlé de Stargate. Là, c'est un manga. Qu'est-ce que ce sera Ouais. la prochaine fois? Vous, les humains du futur, vous pouvez le dire en commentaire. Et vu que tu nous as... Mais ça, j'ai loupé Stargate.
Ouais, mais tu pourras le réécouter du coup. Ouais. Ouais. Mince, là j'aurais pu participer. Il doit y avoir à peu près 40 minutes sur Stargate, je pense. Oh oui, oui. C'était improvisé, mais on a fait un peu. On a entré en résonance avec Mika. Quoi. Ouais, mais il y avait beaucoup de choses à dire. En même temps, il y a 3 séries, 10 saisons. Il y a du boulot sur Stargate. Mais l'heure n'est pas venue de parler de séries télévisées, l'heure est venue surtout de laisser la place à Roman qui a envie de nous parler de quelque chose. Du coup, de quoi vas-tu parler? As-tu fait ton choix? Mais oui, c'est bien que j'ai choisi parce que je me suis dit que comme on était sur les animés, manga, Ouais. j'allais rester sur le côté papier. Ok. Donc je vais vous parler d'un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Ségurant, le chevalier au dragon. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et oui, bien évidemment. Mais je ne veux pas divulgacher pour les auditeurs. Je l'ai lu en bande dessinée il y a pas longtemps parce qu'il y a une BD qui est sortie dessus. Et j'ai le livre aussi qu'on m'a offert à Noël que je n'ai pas encore lu parce que j'ai pas le temps de lire. Parce que je ne trouve pas le temps de lire. C'est ça la réalité, monsieur Floyd. Pardon. Alors j'avoue tout aussi, j'ai pas encore eu le temps de le lire. J'ai plein d'autres livres à lire en fait en attendant parce que je fais partie. Toi aussi t'as une pile de livres qui est à côté de toi et qui ne te fait qu'augmenter mais ne diminue jamais, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. Mais un jour j'ai pris une photo avec ma pile de livres et je crois qu'on a calculé 1m40. Ah oui quand même. Quand même. Ouais, Et je vois. là-dessus, on a rajouté, j'ai été sélectionnée pour être jurée comment ça s'appelle, du prix roman 2024 de l'édition Point. Donc du coup, je reçois 12 bouquins à lire jusqu'en avril et donner ensuite mon avis sur chaque bouquin et voter pour celui que j'aurais préféré. Ouais. Donc j'ai pas mal de trucs à lire, tu vois. Ce qui fait que Ségurant, Chevalier au Dragon, pour l'instant, j'ai surtout vu le documentaire Arte, que vous pouvez aussi retrouver Et oui. encore aujourd'hui. C'est un documentaire qui fait 30 minutes, je crois. Quelque chose comme ça. Une 40 minutes. Enfin, c'est quand même assez... ça va. Ça se regarde. Carrément même. Et du coup, pour vous parler un petit peu de Ségurant, Chevalier au Dragon, en fait, c'est un chevalier de la table ronde, donc de l'histoire arthurienne. Et en fait, c'est un chevalier dont on se souvenait absolument pas du tout de l'existence. Et c'est Emmanuel Arioli qui l'a redécouvert. Alors, Emmanuel Arioli, il est né en 1988 en Italie. Il est médiéviste, archiviste, paléographe, et maître de conférences à l'Université des Hauts-de-France. Et donc voilà, il est co-auteur du documentaire dont je vous parle sur Arte, donc Le Chevalier au Dragon, le roman disparu, la table ronde. Et en fait, il a mis 10 ans à rechercher dans toutes les bibliothèques d'Europe l'histoire de Ségurant. Surtout que de souvenir, lui, il est pas vieux. Hein. Ah non. Non, il est plus jeune, que nous, je crois, il me semble. Toi et moi, Raph. Non, il est de 88. Ah, il est de 88. Ah non, donc ça va, il est légèrement plus vieux que nous. 88. Mais ouais, il est juste légèrement quoi. Non, mais ça va. Non, mais ça veut dire qu'il a commencé jeune quoi en fait. Bah oui, mais alors je sais plus s'il le raconte. Il me semble que dans ce que j'avais lu, il avait commencé c'est vis-à-vis de sa thèse en fait, donc je pense qu'il devait avoir 25 piges, voilà, quelque chose comme ça. C'était ça effectivement. Ouais. On n'a pas une histoire aussi affolante que lui, hein. C'est trop cool son histoire. Mais on n'a pas tous fait les mêmes études. Il y aurait de quoi faire un film, mais il faudrait rajouter quelques nazis quand même dedans, histoire de qu'il y ait un peu d'action, tu vois. Et donc en fait, il raconte qu'il a trouvé pour la première fois un récit d'un chevalier qui s'appelle Ségurant, dont il ne connaissait pas du tout l'existence, dans un livre des prophéties de Merlin. Alors les prophéties de Merlin, ce sont des œuvres littéraires prophétiques qui ont été rédigées à la période médiévale par différents auteurs qui les attribuent à Merlin. Et en fait, ces livres de prophéties de Merlin, pour beaucoup, ont été brûlés par l'Église, parce que hérésie. Rien à faire là. Hérétique. Donc ces livres-là ont terminé sur le bûcher, et il y en a que quelques-uns qui ont pu être gardés précieusement, et donc il tombe sur cette fameuse histoire de Ségurant au beau milieu à la fin de ce livre-là, donc ça n'a rien à voir, mais alors vraiment rien à voir avec les prophéties de Merlin. Et le plus étonnant, et c'est là en fait que commence l'histoire, c'est que
à la fin de la page, il n'y a pas de point. La phrase n'est pas terminée. Et il n'y a pas de suite. Les boules. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de suite. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, bah tiens, on va partir sur 10 années de recherche pour aller chercher l'histoire entière de Ségurant. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a une BD qui est sortie, Ségurant le Chevalier au Dragon, et on a un super petit livre de... alors je l'ai en main, je vais vous dire ça. 200 pages. Plus de 200 pages, 241 pages écrites sur l'histoire de Ségurant qui est totalement racontée. Et donc c'est un roman retrouvé qui sommeillait depuis plus de 7 siècles, dispersé dans plusieurs manuscrits médiévaux. Voilà, donc il a dû pas mal voyager. Il le raconte lui-même, hein, il y a même des moments où il trouve plus rien et il sait pas s'il doit continuer, s'il doit s'arrêter, il faut qu'il cherche une piste ailleurs. Ouais. C'est très très intéressant. Je ne peux que vous conseiller à minima de voir le documentaire sur Arte. C'est très simple à trouver, la légende du chevalier retrouvée. On le mettra en description. Hein, même, vous mettez Ségurant le chevalier au dragon et puis... Alors en plus de ça, Emmanuel Arioli, vous pouvez le retrouver aussi sur Instagram. Ok. Et pour la petite anecdote, il a failli, je dis bien seulement failli, venir le 16 février à Alès, à la médiathèque, pour nous présenter ses recherches et son livre. Et il est pas venu du coup? Et qu'est-ce qu'il a empêché? Pourquoi il est pas venu? La grève des trains. Oh non! Oh là 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 Pour vous expliquer, la tristesse. Ça faisait déjà 2 ou 3 fois que sa venue a été annulée. C'est une malédiction. C'est le festival du livre, je crois. C'est le festival du livre qu'il avait invité. Et les 2 premières fois, il était malade. Il y a eu 2 fois où il a pas pu venir parce qu'il était malade. Et là, la dernière fois, pour cause de grève des trains. Moi, ça m'a arrangé parce que je ne pouvais pas prendre la bagnole à ce moment-là. J'avais une jambe en moins, donc c'était pas pratique. C'était le coup où j'étais en béquille, je pouvais à peine marcher. Ouais. Tu prends pas la voiture? Non. Donc j'étais plutôt contente, parce que comme ça, je pouvais me dire, c'est pas grave. Jamais 203, la 4e, il viendra enfin, je pourrais enfin le voir pour avoir mon autographe. Mais voilà. Et perdu, ouais. À rester assez dans les starting blocks pour voir à quel moment il pourra revenir sur Alès, en espérant qu'il veuille bien revenir. Au bout de 3 fois, le pauvre. Et oui, pourquoi spécialement Alès? Est-ce qu'il est du coin ou pas du tout? J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Ok, bah, tant mieux pour les habitants d'Alès et des environs, du coup. Ça aurait pu être Nîmes. Ouais, c'est ça, ça paraîtrait plus logique. Ouais, ok. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un dans Parce qu'en fait, Ségurant, c'est le chevalier de Provence, peut-être. C'est pour ça, du coup, qu'il vient à Alès. Non, c'est... Non. Ah merde, Provençal, le gars. c'est ça. C'était donc ça, tout est lié. Tout est lié. Mais après, c'est peut-être aussi parce que c'est le festival Passeur... Voilà, c'est ça, le festival Passeur de livres qui lui-même à Alès. Voilà, après, si vous souhaitez voir Emmanuel Arioli d'une autre manière, eh bien, il est aussi acteur et il a joué dans un film avec Léa Seydoux. Ok. Ah ouais. Ça me dit quelque chose. C'est quel film? France. Ah, France. Ah, d'accord, ok, pardon. Oui, ah oui, c'est vrai, c'est France. Ok, d'accord, ouais. Ah, le film de Bruno Dumont? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Toi qui es fan de Bruno Dumont, en plus, Seb. Oui, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Ah ouais? Ok, d'accord. À nouveau. Ok, ça marche. Très bien, très bien. Donc voilà, c'était ma petite reco. En fait, c'était pas une chronique, c'était une reco. C'est une reco, mais c'est super bien une reco, parce que c'est quand même, mine de rien, c'est quand même une histoire qui est assez vachement intéressante de retrouver comme ça un chevalier de la table ronde dont on ignorait l'existence, quoi. En tant que chercheur, son histoire à lui, Et c'est folle. Et puis l'histoire qu'il raconte du coup de Ségurant est incroyable. Ouais. Et c'est un peu un espèce de, en plus de ce que j'avais cru comprendre, c'est un espèce de best-seller un peu version médiévale, quoi. Avant que l'église le crame complètement. Je trouve ça vachement chouette comme petite histoire. Et je pense honnêtement, ça ferait un excellent film de fiction en fait, un truc comme ça. C'est la quête de quelque chose, presque une quête du Graal, mais
mais dans des bibliothèques et tout, et c'est vraiment très cool. Donc merci d'en avoir parlé, Roman. Et si vous êtes intéressé, allez voir le documentaire Arte, lisez la BD, lisez le bouquin. Moi, la BD, je l'ai lu. En toute honnêteté, là, je fais mon vieux con, mais je l'ai pas trouvé formidable plus que ça. Ce que je trouve formidable, c'est le chemin de la recherche qui t'amène à trouver un truc comme ça. C'est ça que je trouve très cool. C'est pour ça que je pense que le livre de poche te plaira peut-être. Ouais, je pense aussi. La BD, ils en ont fait un truc un peu, ils ont mis un peu les curseurs de Heroic Fantasy un peu à fond. J'ai trouvé ça un peu dommage sur le moment de ma lecture. Mais alors qu'on pensait que l'épisode était terminé, il semblerait qu'on ait une transition trouvée, puisque l'auteur du Chevalier au Dragon a joué pour Bruno Dumont, et toi, Seb, tu sors des entrailles de la Terre pour nous parler de Bruno Dumont une fois de plus. Exactement. Alors, pendant que l'émission se déroulait, je me suis dit que j'allais parler de Bruno Dumont pour une raison très simple que je vais évoquer après. Ouais. Et le fait que tu parles de France juste là, du coup, c'est assez drôle parce qu'on s'est pas concerté avant. Mais voilà. Alors, pourquoi est-ce que je parlais de Bruno Dumont ? Eh bien, parce que au moment où on enregistre cette émission, son dernier film, L'Empire, est sorti au cinéma et il se trouve que j'ai été le voir cet après-midi. Ok, cool. Alors, en plus, Bruno Dumont, c'est un réalisateur qui était assez anonyme pour le très grand public, on va dire. Bien connu des cinéphiles et des critiques de cinéma, mais bon, pour la grande majorité des gens qui vont au cinéma, c'est pas forcément quelqu'un de très connu. Mais pourtant, il est connu, il commence à être connu notamment par le biais du film France, qui est son film le plus accessible, parce que j'en avais déjà parlé dans une autre chronique, mais Bruno Dumont, c'est un cinéaste qui est pas fait pour tout le monde, mais il faut quand même être un peu préparé pour rentrer dans son univers. Il est pas conventionnel, quoi, on va dire. Non, voilà. Et donc là, il a sorti son dernier film. Alors, non seulement c'est un truc un peu original pour le cinéma de Dumont, parce que c'est un film de science-fiction, avec un pitch assez particulier, on va dire. En gros, ça se passe dans le nord de la France, parce qu'évidemment, Bruno Dumont est originaire du nord de la France, donc c'est un petit peu sa région de cœur et d'amour et de naissance. Il adore la filmer dans tous les sens. Et en gros, l'idée, c'est que dans le nord de la France, il y a 2 races extraterrestres ou interplanétaires qui se battent pour la domination de la Terre au milieu des gens du Nord. Et j'en ai déjà parlé, Bruno Dumont, c'est quelqu'un qui adore les comédiens amateurs et les personnages à gueule et un petit peu le prolétariat du Nord, on va dire. Et donc, tu as tout ça qui se retrouve un petit peu mélangé. Et en gros, le pitch de film, donc, c'est le nord de la France. Et donc, tu as la race des Huns qui sont en gros le bien, qui incarne le bien absolu. Et face à eux, t'as les zéros qui incarnent le camp du mal absolu. Et t'as ces 2 entités qui s'affrontent, et les humains, c'est un petit peu le camp neutre, à la fois parce que t'as des humains qui rejoignent les camps des 1 et à la fois qui rejoignent les camps des 0, et à la fois parce qu'il y a tout un propos justement sur le bien, le mal, le fait que ça se mélange à l'intérieur de l'homme. Et c'est un peu sur cette lutte perpétuelle de l'homme qui oscille entre bien et mal, entre bonnes et mauvaises décisions, etc., etc. Et alors là où le film en plus fait très fort, c'est que on a Camille Cotin qui joue la reine du bien, et surtout on a un Fabrice Lucchini qui incarne ni plus ni moins que Belzébuth. Donc Fabrice Lucchini en Belzébuth, voilà. Oui. Et alors voilà, j'entends vos réactions. Donc vous avez vu cette bande-annonce qui a beaucoup fait parler parce que on a un Lucchini qui cabotine à mort dans ce rôle. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Mais donc voilà, et je vous raconte pas le film parce que des fois vous ayez envie de le voir. C'est vraiment un film qui est super intéressant. C'est de la science-fiction sauce Bruno Dumont. Donc déjà c'est la SF française. En plus c'est la SF française que on n'a pas l'habitude de voir, clairement. Ça peut rebuter, clairement. De tous les films de Bruno Dumont, je pense que c'est un de ceux qui va faire couler le plus d'encre entre ceux qui vont dire c'est un génie absolu et ceux qui vont dire qu'est-ce que c'est que cette merde. Pourquoi j'ai pas dit comme ça. Moi, personnellement, cinéma, ça coûte moins cher. C'est vrai. mais voilà, si un jour vous avez l'occasion de le voir, pas forcément au cinéma, mais comme pour les autres films de Bruno Dumont, si un jour vous avez l'occasion et le courage de vous lancer dans son cinéma, ça peut valoir le détour. Ok. Alors je vous spoil pas la fin du film, je vais juste passer sur une critique, un avis un peu à chaud. Ok. Vu que je l'ai vu cet après-midi, ça n'a pas encore maturé dans mon esprit.
Mais disons que pour moi, c'est pas forcément le meilleur du monde. Je pense que de tous ceux que j'ai vus, c'est même le moins bien. Ah ouais. Alors attention, quand Ok. je dis le moins bien, j'ai beaucoup aimé le film, genre vraiment beaucoup. Mais si je devais le comparer à ses autres œuvres, eh ben c'est pas celui où il va être le plus fin, où il va être le plus subtil, où il va se dégager vraiment quelque chose de sa manière de filmer, de ses personnages, etc. Lequel tu nous recommandes alors? Alors pour commencer, France, c'est très bien. Ou Maloute aussi, qui est aussi avec Lucchini d'ailleurs. Ses autres films après, tout ce qui est la vie de Jésus, l'humanité, Edwesh ou Flandre, c'est déjà un peu plus... faut déjà un peu s'habituer à son cinéma. Parce que le cinéma de Dumont, c'est vraiment un cinéma qui se ressent, quoi. C'est vous posez votre cerveau, alors pas parce que c'est débile, hein, mais c'est vous posez votre cerveau, vous prenez ce que Dumont vous offre, parfois avec inconfort parce que tout n'est pas forcément facile à regarder. Il y a des scènes qui traînent en longueur, il y a des personnages qui parfois sont un peu cringe parce que justement c'est des comédiens amateurs et que Dumont les laisse complètement faire ce qu'ils veulent à l'écran. Mais voilà, vous prenez tout ça et après, quelques jours, quelques semaines après, vous verrez qu'il y a des choses qui en ressortent qui sont assez intéressantes, mais c'est vraiment sur le ressenti. Et bref, pour en revenir à l'Empire, alors je trouve que c'est son film qui a un peu le plus gros sabot, le plus je t'explique mon concept plus que je te le montre. Et surtout, c'est un film qui a un truc un peu bizarre, c'est que on a des personnages féminins, jeunes, avec des actrices talentueuses et jeunes, mais qui sont effectivement pas beaucoup habillés dans le film, et deux personnages féminins notamment qui se battent un peu pour un bonhomme, qui lui est un espèce de cliché viriliste des campagnes, voilà, et j'arrive toujours pas à savoir si c'est voulu par Dumont parce qu'il veut dénoncer quelque chose, il veut parler de quelque chose de la société actuelle, ou si c'est un pied de nez au contraire au féminisme, ce que je trouve un peu dommage et décevant par rapport au réel, mais c'est pas impossible que ce soit ça, j'ai pas encore réussi à trancher. Ok. Voilà, donc sachez-le, allons voir le film, il y a dans ce... Alors c'est pas violent, c'est pas psychologiquement, voilà, mais disons qu'avec les enjeux actuels, c'est un peu bizarre de présenter ça comme ça. Peut-être que Dumont l'a fait justement pour montrer, pour l'évoquer, pour en parler, mais peut-être aussi que c'est un petit peu, c'est avec vos histoires avec vos problématiques actuelles, vous nous faites suivre, moi je fais ce que je veux, Ouais. qui m'embêterait un petit peu. Ok. À côté de ça, le film propose d'autres choses, hein, c'est pas vraiment le cœur du film, et je pense qu'on peut le visualiser sans vraiment bloquer là-dessus. D'accord. Voilà, alors c'est un peu décousu, désolé. Non, c'est du tout, vraiment à chaud, mais, c'est une critique à chaud qui est intéressante. Donc c'est le cinéma de Bruno Dumont. Ça plaît pas en même temps à un peu tout le monde. Donc dites dans les commentaires si si c'est quelque chose que vous aimez d'écouter Bruno Dumont ou non. Et surtout, pour connaître réellement l'avis complet de Seb sur le réalisateur, allez écouter sa chronique qu'il avait fait dessus parce que c'était extrêmement intéressant, je trouve. Raph et Roman, vous avez déjà regardé Dumont du coup ou pas du tout? Et non, j'étais en train de regarder les titres qu'il a fait. Et après, il y a peut-être Camille Claudel 1915 qui pourrait potentiellement me que parler. j'ai pas encore vu. Que j'ai pas encore vu perso, mais qui paraît qu'il est pas mal. Mais sinon, non, là comme ça me dit rien. Moi J'ai non pas plus, l'impression, en tout cas. je suis en train de regarder la filmographie du mec, mais non, y a rien qui me parle. Ouais, comme je vous disais, c'est pas très très C'est connu. niche un peu, ouais. Il a commencé à faire parler de lui et à être un peu plus apprécié ou non d'ailleurs des gens avec France, parce qu'il y a les assez doux dedans, parce que voilà. Un peu avec Maloute aussi, avec Camille Claudel, mais ça reste vraiment de niche, hein, Bruno Dumont. Ouais, c'est aussi un peu compréhensible. Bah, en tout cas, merci Seb d'avoir trouvé une chronique de dernier recours qui tombait étrangement très très bien. Des fois, c'est hallucinant que le hasard fasse aussi bien les choses. Et surtout, moi, je voulais vous remercier vraiment tous les trois d'être venus ce soir pour faire cet épisode. Je l'ai pas précisé, on est le 26/02/2024, il est 19h31 et j'applaudis. Ouais, bravo. Et on a Voilà. faim aussi. Et on- J'applaudis aussi. on a faim. Moi, je meurs de faim. Du coup, cet épisode va prendre fin dès à présent. N'hésitez pas à le partager, liker, etc. Merci à vous de l'avoir écouté, bien évidemment. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode où ce sera le grand retour de Nicolas qui reviendra pour nous parler de certaines choses, mais il ne sera probablement pas tout seul. Sur ce, des bisous à tous et à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao. Des bisous. Boom, 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 boom.
Alors non, là, j'ai pas vraiment de... Alors, tout le monde m'appelle en même temps. Non, je veux pas acheter, je sais pas quoi. T'inquiète, Il est pas là, de soucis, pas de Elle est soucis. là, l'intro. Vas-y, réponds, et puis comme ça, on enregistre. Ah oui, on enregistre pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec le répondeur Ouais. téléphonique? Bah, ce qu'on peut faire, du coup, vu que c'est toujours Roman qui commence d'habitude, cette fois-ci, on peut essayer de pas faire ça. Comme ça te soulage un peu. Et Je commence à avoir le stress qui monte. ouais, c'est ça. Et du coup, Raph, tu peux commencer si tu le souhaites. Commence. Ouais. Ok, Si ça, marche. si, ça te, si ça te convient. Sinon, au pire, moi je peux commencer vu que j'ai une chronique complète. En vrai, je peux commencer, ça peut changer par rapport à d'habitude. Tout à fait. Alors, le manchot de Magellan, on l'a fait la dernière fois. Du coup, on va changer. Voilà. La dernière fois, j'étais là. Tout à fait, c'était avec Jin Jin, le petit manchot. Souvenez-vous.